Merci. Moi, ça me fait très plaisir d'être ici et d'être de retour ici et de parler aujourd'hui des enfants dans le cadre de la justice environnementale. Dans cette présentation, je vais tenter de répondre à 3 questions. La première, c'est pourquoi parler des enfants plutôt que des générations futures? La deuxième question, quelles sont les particularités des enfants dans le cadre de la justice environnementale? Et la troisième, quels sont les droits des enfants en matière de justice environnementale? Alors, je vais commencer avec la première, parce qu'on m'avait suggéré initialement de traiter des générations futures, des droits des générations futures, et à la place, je vais vous parler des droits des enfants, qui sont, selon moi, bien plus que des générations futures. Ils sont là maintenant. Effectivement, ce sont de futurs adultes, mais pas uniquement. Ce sont des personnes à part entière aujourd'hui. Je ne suis pas du tout insensible aux théories de justice intergénérationnelle qui cadrent tout à fait bien, ça colle bien avec la notion de développement durable. Mais les enfants sont un groupe plus tangible que les générations futures. Ils peuvent être plus facilement protégés par les cadres juridiques que l'on a aujourd'hui, qui existent, comme mon domaine, le droit international des droits de l'homme. S'intéresser aux enfants permet notamment d'adopter une approche fondée sur les droits de la personne, comme on dit au Canada. Les droits de la personne, plutôt que de tenter à tâtons de définir des devoirs que l'on aurait envers des générations futures. Les générations futures qui sont les enfants et leurs enfants qui ne sont pas encore là. En effet, donc, les générations futures n'existent pas encore, si on ne parle pas de nos enfants, et donc ne sont pas sujets de droit, ne peuvent pas être sujets de droit, ne peuvent pas revendiquer des droits qu'on leur accorderait. Et je reviendrai encore un peu plus tard sur l'approche fondée sur les droits. Donc, se concentrer sur les générations futures ne permet que de définir des obligations au niveau du développement durable. C'est un discours, je trouve, qu'on retrouve même dans certains instruments, mais qui relève plus d'aspiration. Et donc, il s'agit de définir des obligations au niveau du développement durable, dans la perspective louable, bien entendu, de préserver la planète, sachant que l'espèce humaine continuera à l'habiter dans un avenir prévisible. Et ça, c'est si on s'intéresse à cette espèce-là plus qu'aux autres espèces vivantes. Et voilà, la valeur intrinsèque de l'être humain, c'est quelque chose que je prends pour acquis, étant spécialiste des droits de l'homme. Donc je me réfère aux valeurs qu'on retrouve notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais évidemment que c'est un débat. C'est un débat que je reconnais, mais dans lequel je ne vais pas entrer aujourd'hui. Donc est-ce qu'il faut parler du droit de l'environnement, du droit de la terre ou des droits des animaux versus le droit de la personne humaine? Donc ça, je n'entre pas dans ce débat, mais je reconnais qu'il existe. Et alors, ma fille, qui a 13 ans, elle aimerait bien entrer dans ce débat. D'ailleurs, elle trouve que l'être humain est la pire chose qui ait pu arriver sur la planète et que les autres espèces se porteraient bien mieux sans nous. Et c'est sans doute vrai. Alors, donc, comparer les droits des enfants et les droits des générations futures, finalement, je pense que le résultat, si on utilise une approche ou l'autre, le résultat est semblable quand même, c'est le même. Si on protège les droits des enfants, cela aura évidemment des répercussions sur l'avenir. L'enfant, à son tour, deviendra adulte, deviendra décideur. Peut être décideur. Certains seront décideurs au niveau macro, tous seront des décideurs au niveau micro.
La manière dont l'enfant a pu exercer ses droits en tant qu'enfant aura certainement des répercussions sur sa prise de décision, son rôle de décideur et d'acteur social en tant qu'adulte ensuite. Évidemment que cela aura des conséquences sur l'environnement dans lequel vivront ses enfants, ses propres enfants, donc les générations futures. Donc l'objectif peut être le même, mais même si protéger les enfants sert aussi à protéger les générations futures, je veux vraiment insister sur le fait que ce n'est pas seulement pour ça que c'est important. Les droits des enfants sont importants parce que les enfants sont là, maintenant. Ils vivent autant ou même plus pour le présent que pour l'avenir. Il est important de s'intéresser aux enfants pour différentes raisons. Donc là, j'ai un petit peu parlé des générations futures, mais aussi pour d'autres raisons qui ont trait juste aux enfants. Notamment pour combler un vide dans la recherche. Les enfants sont encore peu présents dans la recherche comparativement aux adultes, dans des domaines, dans le droit, en sciences sociales et humaines, la recherche en santé publique. Ensuite, il faut quand même reconnaître leur place dans la société. Notez que les enfants sont majoritaires dans les communautés qui souffrent le plus de la dégradation de l'environnement. Les communautés pauvres dans les pays riches et les pays en développement, bien évidemment. Et il est important aussi de s'intéresser aux enfants pour remettre en cause certaines visions et approches traditionnelles. D'abord, le fait de voir l'enfance comme quelque chose de temporaire. Ah, tout le monde passe par là. Tout le monde va finir par guérir de cette condition s'il vit assez longtemps. L'enfance est un état transitoire. Et les enfants sont des êtres en développement qui ont pour objectif ultime de devenir adultes. Donc ça, c'est une vision de l'enfance. Une autre vision, c'est que les enfants font partie du domaine privé. Les enfants n'opèrent pas dans le domaine public, qui est le domaine par excellence de protection des droits de l'homme. L'homme, en tant qu'être rationnel, autonome, pense à la justification traditionnelle libérale des droits de l'homme, l'autonomie de la volonté. On peut faire là un parallèle avec les femmes. Ce sont les théories féministes, justement, qui ont permis de reconnaître et de remettre en cause cette division sphère publique, sphère privée. Et cette reconnaissance devrait bénéficier aux enfants, à la reconnaissance de leurs droits. Et je pense que les recherches concernant les enfants viendraient aussi enrichir ces débats sur les domaines publics et privés. Ensuite, on a cette tendance à traiter les enfants comme un groupe homogène. Les enfants sont tous les mêmes. Tout au plus, on va créer des divisions selon le niveau de développement de l'enfant. On pense à la psychologie du développement, Piaget. Les enfants sont supposés avoir appris certaines choses à un certain âge. Non seulement les enfants donc, ne sont pas tous les mêmes et ils n'entrent pas tous dans les stéréotypes de développement qu'ils sont censés atteindre, mais aussi il est important de faire des distinctions entre les enfants, dans les caractéristiques individuelles, l'appartenance à des groupes basés sur le sexe, le genre, la minorité nationale, l'appartenance sociale. Et en lien avec ça, avec ce groupe homogène, je note qu'on va souvent voir le bout de phrase « les femmes et les enfants ». Les femmes et les enfants, ce genre de phrase n'est bénéfique ni aux femmes ni aux enfants. Pour les femmes, c'est infantilisant, ça va renforcer des stéréotypes de rôle social. Et pour les enfants, ça met l'accent sur la dépendance envers les adultes et surtout envers leur mère.
c'est que puisque les enfants dépendent d'adultes, dépendent de leur famille, on confond leur intérêt avec l'intérêt de la famille, l'intérêt de la communauté. Si on prend des mesures pour améliorer les conditions de vie pour les familles, les communautés, alors cela bénéficiera aux enfants et on n'a pas besoin de s'y intéresser plus que ça. Mais c'est vrai que beaucoup de mesures qu'on prend qui vont améliorer les conditions de vie vont bénéficier aux enfants, mais ça ne devrait pas s'arrêter là parce qu'on risque de passer à côté de plusieurs choses importantes qui ne concernent que les enfants et leur réalité. Une autre raison de s'intéresser aux enfants, qui est en lien avec ce dernier point, c'est que oui, donc j'en ai parlé, les enfants sont des êtres humains, ils ont la même valeur en tant qu'êtres humains que les adultes, mais ils sont quand même dans une situation particulière qu'il faut prendre en compte. Donc oui, il y a le point de vue de leur développement physique, mental, social, etc. Le fait qu'ils sont en effet dépendants envers les adultes, du point de vue aussi de l'image qu'on s'en fait. L'image, c'est l'image de l'enfance qui change en fonction du temps et de l'espace, des découvertes scientifiques, de la coutume, des traditions, de la religion. Et ensuite, du point de vue de leur statut juridique, qui est finalement déterminé par cette image qu'on se fait des enfants, leur statut juridique qui, dans nos sociétés occidentales, contemporaines, en font des incapables, vulnérables, qui convient de protéger. C'est une position vraiment qui s'est développée à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais on y est encore. Donc aujourd'hui, enfant égale mineur en droit. Et donc la loi, le droit de manière générale, créer ces distinctions et se base évidemment sur la sociologie, la biologie, la psychologie pour façonner cette idée de l'enfant et de créer des notions juridiques qui s'attachent à l'enfant, comme l'incapacité juridique, l'autorité parentale, le meilleur intérêt de l'enfant, des notions juridiques rattachées à notre image de l'enfance. Donc, à cause de leur position dans la société, les enfants sont des incapables, des vulnérables, et ils ne vont pas pouvoir se faire entendre. Ils n'ont aucun poids politique. Ils ne constituent pas de groupe de pression. Et donc, il est important pour nous, adultes, de nous mobiliser pour faire valoir leurs droits. Okay. Donc voilà, donc ça c'était pourquoi il est important, selon moi, de s'intéresser aux droits de l'enfant, et notamment par rapport aux générations futures et à la justice intergénérationnelle. Mais ensuite, donc, avec la deuxième question, je vais plutôt m'intéresser aux enfants dans le cadre de la justice environnementale. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux enfants dans ce cadre-là particulièrement? Quelles sont les spécificités des enfants dans ce cadre-là? Alors, les efforts pour faire avancer la justice environnementale, y compris à travers le droit international, ont largement ignoré les enfants et ne les considèrent pas comme un groupe à part. Donc oui, comme je l'ai dit, les enfants font bien partie de familles et de communautés qui sont visées par les efforts collectifs pour faire avancer la justice environnementale, mais les enfants ont aussi des intérêts qui doivent être considérés séparément. Point important, les enfants subissent différemment l'impact de la dégradation de l'environnement, de l'exposition aux toxines, du changement climatique, la qualité de l'air, de l'eau, les pesticides, herbicides, engrais qu'on trouve donc dans l'air, dans l'eau, dans les aliments. Les enfants ont une plus grande vulnérabilité à cause de leur développement physique et cognitif. On sait qu'il y a beaucoup de morts prématurées dans le monde à cause de la pollution. Par exemple, selon l'OMS, la pollution entraîne 1,7 million de décès d'enfants par an.
et plus d'un quart des décès d'enfants de moins de 5 ans seraient attribuables à la pollution de l'environnement. Les enfants de moins de 14 ans ont 44% de plus de risque de mourir de facteurs environnementaux que la population générale. Les causes des décès incluent surtout les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Là, juste ce mois-ci, donc décembre 2017, l'UNICEF a publié un rapport sur les danger in the air, le danger dans l'air, comment la pollution affecte le développement du cerveau des jeunes enfants. C'est en ligne, vous pourrez aller voir. Et donc, plus les enfants sont jeunes, et plus ils sont vulnérables à la pollution de l'air et de l'eau, parce que leur corps est en développement. Donc, les organes, le système immunitaire n'ont pas encore atteint la maturité. Les enfants respirent plus d'air proportionnellement par rapport à leur poids que les adultes. Les aliments qu'ils ingèrent contribuent directement au développement sain de leur corps, la taille, le poids, les capacités cognitives. Donc les enfants sont à risque à cause de leur développement. Mais les enfants, donc physiques, mais les enfants sont aussi plus à risque par leur comportement. Ils sont plus à risque de mettre des substances contaminées dans la bouche. Les enfants mettent tout dans la bouche, de toucher des substances toxiques. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, enfant, j'ai joué avec des billes de mercure. Donc les enfants mettent tout dans la bouche. Les enfants aussi jouent dehors. Ils passent plus de temps dehors. Dans les bidonvilles, ce sont surtout eux qui fouillent les décharges. Il y a plus de chances que les enfants ne portent pas attention ou ne lisent pas les signaux de danger, qu'ils ne sachent pas lire, tout simplement, les avertissements, les consignes. Et là, il y a les enfants, les jeunes enfants qui ne savent pas lire, mais même les adolescents sont à risque. Les adolescents, ils font moins attention à ce genre de choses. En plus, ça fait partie de l'adolescence de prendre des risques. C'est leur développement, ils prennent des risques. Là, il suffit de penser à différentes choses comme les déchets électroniques qui ne sont pas correctement recyclés et qui exposent les enfants à des toxines qui peuvent avoir un effet sur leur développement cognitif, même entraîner un cancer. La contamination de l'eau, combinée surtout dans les pays en développement à l'utilisation du lait maternisé plutôt que l'allaitement. Le manque d'assainissement aussi, donc ces choses-là entraînent des diarrhées qui peuvent être fatales pour les nourrissons et les jeunes enfants. L'exposition aux métaux lourds, donc plomb, mercure, par l'eau et les aliments, a des conséquences sur le développement cérébral des enfants. Dans l'affaire Community of San Mateo de Huanchor contre le Pérou, devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme en 2004, les demandeurs avaient fait valoir que ceux qui étaient les plus affectés par la pollution qui était causée par l'activité minière étaient les enfants, car leur exposition au plomb et aux autres déchets minéraux les mettait à risque de dommages irréparables à leur capacité neurologique et leur développement psychologique, et ils avaient les rapports de santé des enfants à l'appui devant la commission. C'est la seule affaire que j'ai vue où vraiment on a mis autant l'accent sur les effets de la pollution, de la dégradation de l'environnement, des activités minières, etc. sur les enfants. Mais dans d'autres affaires, les enfants ont également été mentionnés en disant que c'était la communauté et surtout les enfants qui étaient touchés, notamment dans l'affaire Communauté des peuples Sipaquepense et Mamaya au Guatemala 2014. Et on disait que les habitants, surtout les enfants,
ont souffert des conséquences physiques de la contamination de l'eau à cause de l'activité minière et notamment à cause d'infections cutanées. Et on pouvait voir au moins un enfant, un très jeune enfant de 13 mois a été décédé à la suite de cela. Dans une autre affaire intéressante, c'est communauté Mapuche Painemil en Argentine, où il s'agissait de la pollution de l'eau par les métaux lourds à cause d'activités d'extraction ayant donc des conséquences sur la santé des enfants. C'est une affaire intéressante parce que c'était le défenseur des enfants au niveau local qui avait introduit une action en justice et il y avait eu une décision favorable d'une cour argentine, mais parce que cette décision n'avait ensuite pas été appliquée, ça a mené une action devant la commission interaméricaine en 2013.